J'ai retrouvé dans ma bibliothèque un numéro de la Nouvelle Acropole que j'avais dirigé en 1980, pendant l'été 1980. Et il y avait un article de moi qui s'appelait « Influence de Saturne, Chronos dans l'astrologie mondiale ». Donc ça nous ramène quand même à 37 ans en arrière. Et là je voyais, dans cette étude, l'auteur propose une thèse nouvelle au sujet de l'astrologie mondiale. Son originalité réside dans l'analyse qu'il nous donne d'une seule planète, Saturne, dont il essaie de déterminer les impacts sur la Terre. Donc, voyez-vous, c'est vrai que j'ai publié en 1995 un petit ouvrage appelé L'astrologie selon Saturne, mais je vois qu'en 80 déjà, je militais pour une astrologie autour d'un modèle unique et d'une planète unique qui serait Saturne. À l'époque, bien entendu, je ne travaillais pas sur les étoiles royales, les étoiles fixes royales. Je travaillais sur les axes équinoxiaux et solsticiaux, etc. Ce dont je parlais d'ailleurs déjà dans Clé pour l'astrologie de 1976. Alors, tout cela nous ramène à l'évaluation des travaux d'André Barbeau pour les années 80. Là, je suis un petit peu acharné à ce sujet, j'en ai déjà parlé, mais ça me tient à cœur, parce que, bien évidemment, c'est pas que je suis contre l'astrologie, mais je suis contre une astrologie des planètes transsaturniennes, et je suis aussi contre le mélange des planètes. C'est-à-dire qu'une planète doit... il ne faut pas ajouter une planète à une autre planète. Ce qu'a fait Barbeau en combinant dans son indice de concentration planétaire, repris d'ailleurs de Bouchon, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc sur 5 planètes, 3 transsaturniennes, ça fait quand même beaucoup. Alors, je retrouve aussi, dans la bibliothèque Astrologica, un ouvrage paru aux éditions Payot en 1973 de André Barbeau qui s'appelle Le pronostic expérimental en astrologie. Et alors, une petite anecdote, une petite histoire, dans les ouvrages que Barbeau annonce comme devant paraître, je lis Clé pour l'astrologie, Segers, 1973. Alors, il avait peut-être un peu vendu la peau de l'ours avant de le tuer, puisqu'il n'a jamais publié cet ouvrage, et que c'est moi qui l'ai publié en 1976, sous le même titre, dans la même collection. Alors, en 1973, on avait bien entendu en perspective les années 80, et il y a tout un chapitre sur, bien entendu, les configurations inquiétantes, soi-disant, pour 1982 et 89. Alors, je vais quand même faire un petit retour en arrière à propos de la crise de Cuba. Quand on regarde sur Google, on s'aperçoit que la crise de Cuba a probablement été, avec ce recul, le moment le plus grave au niveau des affrontements entre Russes et Américains. Or, la notion de guerre mondiale, quelque part, dans les années 70, ne pouvait pas ne pas passer par un tel affrontement. Déjà, d'ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait déjà eu très rapidement cette division du monde, à la suite de Yalta, entre l'Est et l'Ouest, comme on disait à l'époque. Et Barbeau a toujours eu un problème avec la crise de Cuba, dont il a toujours cherché à minimiser l'importance. Ce qui est de bonne guerre quand on n'a pas prévu la chose.
Alors personnellement, je ne prétends pas que l'astrologie puisse prévoir la crise de Cuba. Parce que moi, je ne pratique pas ce genre d'astrologie. Et non pas que la crise de Cuba ne puisse pas s'expliquer astrologiquement, mais elle ne peut pas se prévoir astrologiquement. Puis actuellement, il faut montrer qu'il y avait des conditions qui étaient favorables à un moment donné, mais ces conditions, de toute façon, elles se représentent fréquemment. Et elles n'étaient pas forcément obligées de se manifester comme elles l'ont fait en 62. Elles ont pu se manifester plus tôt ou plus tard. Donc ne confondons pas l'astrologie qui détermine des conditions favorables et des risques existants à tel moment, et le fait que forcément il devait se passer quelque chose de grave à ce moment-là. Mais toujours, le risque, l'astrologie, c'est l'étude des risques, et ce n'est pas l'étude des choses qui vont se produire absolument. Donc cette crise de Cuba, vous savez, le premier ouvrage majeur d'astrologie mondiale de Barbault s'appelle La crise mondiale, et c'est paru chez De Noël en 63, je crois. Et donc c'est paru après la crise de Cuba. Mais Barbault ne tient pas compte fondamentalement de la crise de Cuba. C'est assez curieux. Et donc ça paraît un peu surréaliste quand on lit ces ouvrages d'astrologie mondiale. On voit des creux, vous savez, des creux, qui sont censés nous indiquer les moments les plus dangereux du XXe siècle, etc. Et la crise de Cuba n'apparaît pas manifeste. Comparé au creux des années 80. C'est la gnognotte à côté. Or, avec le recul, les années 80 semblent beaucoup moins inquiétantes, en tout cas après coup, que les années 60, où là il y avait une véritable rivalité, dont Barbault d'ailleurs a été plus ou moins victime, puisqu'il annonçait dans cet ouvrage La crise mondiale que les Russes allaient rejoindre les Américains. Donc il y avait une émulation très puissante à ce moment-là. Alors qu'en 89, finalement les Russes se sont mis sur la touche, si on peut dire, et ils ne sont pas intervenus dans la crise qui a secoué l'Europe de l'Est. Ils ont laissé faire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu du tout de guerre à ce moment-là. Et en 82, encore moins. Donc les années 80, avec le recul, sont beaucoup plus calmes, à la fois que les années 60, et à la fois que les années 90 et 2000 avec la guerre, les guerres du Golfe, etc. On a plutôt l'impression que c'était une sorte de période d'accalmie en quelque sorte. Et d'ailleurs, elle allait se terminer très calmement avec la chute du mur de Berlin. Il n'a pas été dramatique sur le plan militaire, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, la lecture de Barbault, quand on l'applique à la seconde moitié du XXe siècle, est complètement à côté de la plaque. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, je vous dis encore une fois, je ne dis pas que j'ai trouvé un meilleur système que lui, puisque je ne me propose pas d'étudier les guerres mondiales. Et d'ailleurs, je l'écrivais déjà à l'époque, en 80, la notion de guerre mondiale ne me paraît pas un sujet majeur de l'astrologie, pour l'excellente raison, d'ailleurs, que c'est une notion qui est propre au XXe siècle, et que pour moi l'astrologie a une valeur pérenne et n'est pas du tout censée exister pour le XXe siècle en particulier, tout comme on n'est pas censé utiliser des nouvelles planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité. Donc j'ai une vision assez conservatrice et pas du tout centrée sur le XXe siècle,
pour appréhender l'astrologie et pour l'adapter, soi-disant, à nos conditions actuelles. Et en tout état de cause, il y a là un échec évident de Barbault, qu'on a voulu masquer en quelque sorte par l'affaire de l'Union de Berlin, avec la conjonction Saturne-Neptune annoncée, alors là c'est très romantique, n'est-ce pas, annoncée 36 ans à l'avance, là ça frappe les esprits, mais en fin de compte, c'est un petit peu une montagne qui accouche d'une souris. Il semblerait que, au fond, pendant les années 60, Barbault ait connu une grave crise épistémologique, je dirais. Parce que, comme son système n'avait pas marché en 63-64, et d'ailleurs il n'annonçait pas à ce moment-là, alors il annonce une crise mondiale pour 62-65, alors qu'il n'avait pas annoncé pour 62. C'est souvent ce qui se produit quand il y a un échec prévisionnel, on essaie de compenser en disant mais cette fois-ci je vais annoncer un truc encore plus grand, et donc par conséquent, même si j'ai raté le truc d'avant, c'est pas très grave parce que c'est secondaire par rapport à ce que j'ai annoncé. Vous voyez l'astuce. Ben oui, c'est bonne guerre. Et pour cela, Barbault va changer sa méthode de travail. Il va abandonner la théorie des cycles planétaires isolés, y compris la théorie du Saturne-Neptune, et il va créer une courbe générale, dont on connaît la fortune. Et ce faisant, voilà, ça ressemble à peu près à ce genre de choses. Ce faisant, et ça c'est un des paradoxes, au fond, Barbault avait mis aux oubliettes sa prévision pour 1989. Non pas qu'il ne s'intéresse pas à l'année 90, il s'y intéresse, mais il ne met plus en avant le cycle Saturne-Neptune. Le cycle Saturne-Neptune fait partie d'un ensemble. Donc pour lui, 89 n'est important que parce qu'il y a d'autres configurations qui viennent. Puisque pour lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs configurations qui se combinent, et pas une seule. Donc l'idée de tout baser sur un seul cycle s'est abandonnée à partir des années 67-68. Même par exemple quand il parle de 89, il ne nous parle pas de Saturne-Neptune en particulier, il nous parle de Saturne, Neptune, Uranus, avec voilà, donc il y a effectivement Uranus qui doit intervenir aussi. Donc on n'est pas dans la configuration Saturne-Neptune. De même qu'en 82, il le dit lui-même, sur 60 degrés, il y a Neptune, Jupiter, Uranus, Jupiter, Saturne, Pluton. Ce qui intéresse Barbault, c'est la concentration planétaire. Et la concentration planétaire, ce n'est pas deux planètes qui se rencontrent, c'est un ensemble de planètes. Donc, en 89, lorsque se produit l'effondrement du bloc communiste, Barbault récupère la prévision qu'il avait faite en 1953, à peu près à l'époque de la mort de Staline. Il dit, regardez ce que j'ai annoncé. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, cette façon de travailler, voyez-vous. Il a renoncé, dans les années 60, à la théorie des cycles isolés. Ça ne va pas donner grand-chose, et finalement, il revient à la théorie du cycle Saturne-Neptune. Je trouve ça un petit peu malhonnête, à la limite. Sur les bords. Sur le plan intellectuel, j'entends bien, sur le plan scientifique. Je ne fais pas allusion à quelconque comportement personnel. Donc voilà ce que je voulais vous dire, en fait. C'est que, l'autre jour d'ailleurs, quelqu'un faisait une conférence
sur le plan politique, il disait, il y a certains diplomates qui, quand ils font des prévisions, proposent 4 ou 5 hypothèses. Et après coup, ils sortent l'hypothèse, une des hypothèses qu'ils ont faites, et ils évacuent les autres hypothèses. Donc, effectivement, en 89, nous avions 2 modèles Barbault. Le modèle Barbault de 53 avec la Saturne-Neptune qui travaillait sur la question de la Russie, avec 1917, etc. Et l'autre modèle Barbault, qui semblait devoir remplacer l'ancien, et qui travaillait sur les concentrations planétaires. Et finalement, le second modèle faisant faillite, il revient au premier modèle. C'est son droit d'ailleurs, de certaine manière. C'est son droit. Mais la grande idée de Barbault, c'était quand même, d'ailleurs ça le démarquait de son frère Armand, c'était justement de fusionner en un seul et même modèle, parce que finalement, si on veut arriver à des schémas d'un seul tenant, il faut que tous les modèles se fusionnent. Autrement, on n'a pas cette esthétique dont on vient de parler. Hein. Donc on ne peut pas avoir là le beurre et l'argent du beurre. Si on veut une courbe complètement bien tracée, il faut bien évidemment qu'il n'y ait qu'un seul et même paramètre, une seule et même résultante. Autrement, ça ne veut rien dire. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Donc Barbault joue sur le tableau de la conjonction Saturne-Neptune, mais en 1953, quand il avait une trentaine d'années. 15 ans plus tard, il propose les concentrations de cycle. Et en 89 et après, il revient sur l'idée d'un cycle réservé à tel ou tel pays. On dirait, l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être, en effet. Mais ce qui est clair, en revanche, c'est que autant la théorie du cycle séparé Saturne-Neptune semble avoir donné des résultats, et sur ce point, je ne reviendrai pas, parce qu'il y a d'autres questions qui viennent à l'esprit, autant concernant la fusion des cycles, qui a priori pourrait être une très bonne idée, quelque part, ça a plutôt donné des choses décevantes. Moi, je me souviens quand même que j'ai quand même vécu très intensément dans le milieu astrologique la fin des années 70. J'ai même organisé en début 78 un congrès qui s'appelle la Grande Conjonction. Donc, on peut retrouver d'ailleurs les traces dans la revue L'Autre Monde. Et là, toute la communauté astrologique française attendait une confirmation de l'indice de Barbault avec des événements qui, sans être nécessairement dramatiques, devaient en tout cas comporter une intensité extraordinaire. Et au vu des courbes de Barbault, une intensité plus grande que celle de 62. Parce que si on regarde la courbe de Barbault, sur les années 60, on voit que 62, c'est quand même très en train de remonter. Hein. C'est pas dans le creux de la vague, 62. Alors, vous imaginez bien que si 62, c'est la crise de Cuba, qu'est-ce que ça pouvait être que 82 ? Parce que c'était ça dont il s'agissait. Il s'agissait d'une configuration qui aurait lieu 20 ans après la crise de 62. Et là, on est vraiment très loin de la... Alors que, en effet, les configurations de 82 sont particulièrement fortes, puisque ça, on est au cœur de la théorie de Barbault, à savoir que entre le milieu de la Balance et le milieu de Sagittaire, donc sur 60 degrés, on a les 5 planètes dont Barbault s'intéresse, auxquelles il s'intéresse, rassemblées dans ces 60 degrés. Alors ça, d'après sa théorie, ça aurait dû être très très explosif. Alors, je ne sais pas, si on lit Barbault, on verra qu'il donne des explications sur cette période-là, mais elles ne sont pas du tout convaincantes.
Voilà, donc je crois que tout ça est très intéressant pour l'historien de l'astrologie que je suis, y compris l'histoire de l'astrologie contemporaine.